Sur la carte, il apparaît comme un vide, un point dans le Negev dont presque personne ne parle, mais que tout le monde connaît. Il n'y a pas de plaque à l'entrée, ni de porte-parole officiel, seulement des rumeurs, des souvenirs de la guerre froide et une certitude inconfortable. Dans un monde qui accumule des allumettes, Israël garde le briquet. Ces dernières années, nous avons vécu quelque chose que nos grands-parents n'auraient jamais imaginé. Des missiles diffusés en direct, des trajectoires tracées en temps réel, des comptes de bord sur les réseaux sociaux commentant un possible premier jour, comme s'il s'agissait d'un match. Et pourtant, le véritable pouvoir n'est jamais à l'écran. Il est dans le silence, dans la décision qui n'est pas annoncée sur le bouton, que personne n'avoue posséder et que tout le monde craint qu'un jour quelqu'un appuie dessus. La question n'est pas l'existence de bombes capables de raser une ville, nous le savons depuis 1945. La question est de savoir combien de temps il reste avant qu'une chaîne d'erreurs, un calcul politique ou une attaque anonyme ne franchisse la ligne qui sépare la peur de l'histoire. Parce que l'arme la plus dangereuse n'est pas celle qui explose, c'est celle qui oblige tout le monde à réfléchir à deux fois, et certains à ne plus réfléchir du tout. Israël a appris à dissuader sans admettre, à survivre sans s'expliquer. Dans cette ambiguïté, il y a promesse et menace. Si l'ennemi pense qu'il ne pourra pas gagner, il ne tirera peut-être pas. Mais s'il pense qu'il peut le faire et en accuser un autre, il essaiera peut-être. Alors le silence devient fragile. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce silence. Nous allons regarder en face l'énigme qui soutient la dissuasion d'un petit pays entouré de grands foyers. Et nous allons nous poser la seule question qui compte vraiment. Que se passerait-il si ce silence se brisait pour la première fois ? Au cœur du désert du Negev, sous un soleil qui semble éternel, s'élève une structure qui officiellement n'existe pas. Les ingénieurs qui ont travaillé ont signé des accords de silence, les gouvernements qui ont aidé à la construire des pactes de discrétion. Son nom n'est qu'une rumeur, Dimona. Pour certains, ce n'était qu'un simple réacteur de recherche. Pour d'autres, l'épicentre du pouvoir le plus secret du Moyen-Orient. Tout a commencé dans les années 1950 quand Israël était une jeune nation, entourée d'ennemis et marquée par le souvenir encore frais de l'Holocauste. À cette époque, une question résonnait dans les couloirs du nouvel État juif. Comment garantir que nous ne serons plus jamais menés comme des moutons à l'abattoir ? La France a été la première à entendre cette préoccupation. En pleine coopération militaire, des ingénieurs français ont aidé à construire dans le désert une installation scientifique dont le véritable objectif resterait caché, même pour une partie du propre cabinet israélien. C'est ainsi qu'est né le projet nucléaire israélien, enveloppé dans la politique de l'ambiguïté stratégique. Ni confirmer ni nier, simplement laisser les autres imaginer ce qu'ils veulent, qu'ils imaginent le pire. Des années plus tard, en 1969, la première ministre de l'époque, Golda Meir, a conclu un accord tactique avec Richard Nixon. Les États-Unis arrêteraient de faire pression sur Israël sur son programme nucléaire si Israël ne l'affiche pas et n'effectue aucun essai. Depuis lors, aucun premier ministre israélien n'a rompu ce pacte de silence. C'est la doctrine aujourd'hui connue sous le nom d'Amimud, l'opacité nucléaire. Et pourtant, le secret le plus mal gardé du monde reste intact. Parce qu'Israël n'a pas besoin de montrer son arsenal, sa survie dépend précisément du fait que personne ne sache combien d'armes il possède ni où elles se trouvent. La seule chose certaine, c'est qu'à un endroit du Negev, sous des tonnes de roches et de béton, Israël garde sa réponse définitive. Mais ce mystère n'est pas seulement technique, il est psychologique. Le véritable pouvoir réside dans ce que les autres croient que vous possédez. Et ce doute, cette incertitude soigneusement construite, a été pendant des décennies le bouclier invisible qui protège un pays minuscule, entouré d'ennemis qui n'ont jamais cessé de se multiplier. Le problème, c'est que les silences aussi vieillissent. Quand le monde crie plus fort, avec menaces, missiles et alliances changeantes, il s'efface. Et le silence ne suffit plus toujours. C'est ainsi que commence l'histoire de l'arsenal invisible d'Israël. Un pouvoir que personne ne voit, mais que tout le monde craint et qui, lors d'une nuit fatidique, pourrait changer le destin de toute l'humanité. Le nombre d'ogives détenues par Israël reste incertain.
Certains rapports parlant de 80, d'autres de plus de 100, certains de 200. Mais en réalité, le nombre importe moins que la manière dont elle pourrait être utilisée. Israël n'a pas une bombe à exhiber, il a une stratégie pour survivre. Et cette stratégie repose sur 3 piliers invisibles. 3 bras qui garantissent que, même si le pays est attaqué, sa réponse puisse tout atteindre. Le premier est dans les airs. Ce sont les avions de chasse F-15, un Raham, et F-16, un SUF-A modifié pour les vols longue distance, capables de transporter des armes nucléaires. Ces appareils ont parcouru des milliers de kilomètres lors d'opérations secrètes, prouvant qu'Israël n'a pas besoin de demander la permission pour aller où il doit aller. Le deuxième bras repose sous terre, les missiles Jéricho. Depuis le Jéricho 1 qui dépassait à peine les 500 km de portée, jusqu'au Jéricho 3 qui, selon des sources ouvertes, peut atteindre 5000 km et même transporter plusieurs ogives. Des missiles intercontinentaux qui pourraient atteindre non seulement Téhéran, mais n'importe quel point de la planète. Et même si Israël ne les a jamais montrés, tout le monde sait qu'ils existent. Parce que de temps en temps, dans le désert, on entend un grondement que personne ne peut expliquer. Le troisième pilier se déplace sous la mer. Les sous-marins Dolphin, fabriqués en Allemagne, sont les gardiens de la seconde frappe, la capacité de riposter même si tout Israël était détruit. Chacun peut lancer des missiles de croisière à tête nucléaire depuis les profondeurs de la Méditerranée ou de la mer Rouge. Il n'y a aucune défense possible contre ce qu'on ne voit pas venir. Ceci, c'est la triade nucléaire d'Israël, air, terre et mer. Un pouvoir qui n'a pas besoin de s'exhiber, car son but n'est pas d'attaquer, mais de convaincre les autres de ne pas essayer. C'est cela la dissuasion. Mais c'est là que surgit le paradoxe. Plus l'arsenal invisible grandit, plus la peur qu'il cesse un jour d'être invisible se multiplie. Car toute dissuasion a un point faible, la foi. Fois que l'ennemi ne perdra pas la tête, fois que le radar fonctionnera, fois que la chaîne de commandement ne sera pas rompue. Et si cette foi se brise, alors le monde fait face à ce que les analystes appellent l'option Samson. Une doctrine qui porte le nom du juge biblique qui, pris au piège parmi ses ennemis, a décidé de faire s'effondrer le temple, tout en sachant qu'il mourrait avec eux. Israël n'a jamais reconnu avoir un tel plan. Mais l'idée existe, et sa simple possibilité suffit à changer toutes les équations. Parce que si un jour Israël en vient à la conclusion que sa destruction est inévitable, l'histoire pourrait se répéter, le temple tomberait, et avec lui tous les Philistins modernes. Et alors le silence du désert ne serait plus un bouclier, ce serait la dernière prière avant l'éclair. Pendant des décennies, Israël n'a pas seulement construit des armes, mais aussi un mur invisible de défense. Un réseau intégré qui est aujourd'hui parmi les plus avancés de la planète et qui, dans les moments les plus difficiles, a empêché que le pays soit littéralement effacé de la carte. Ce réseau a très bien fonctionné, même lors des récentes attaques subies par Israël pendant la guerre. La flèche, la fronde de David et le dôme de fer ont intercepté des milliers de menaces et ont réduit les dégâts attendus, et les incendies urbains et la population civile. Mais la guerre a aussi laissé une vérité dérangeante. La défense n'est pas une garantie absolue. À plusieurs reprises, les vagues massives et les tactiques de saturation ont réussi à percer les couches du système, provoquant des impacts sur les infrastructures critiques. Coupures d'électricité, incendies, et le plus douloureux, des morts et des blessés parmi les civils. L'Arrow 3, la pièce conçue pour arrêter les missiles balistiques hors de l'atmosphère, a été utilisée intensivement pendant l'escalade et est devenue l'un des piliers de la réponse aérienne. Son déploiement a aidé à intercepter des menaces à haute altitude avant qu'elles n'entrent dans la zone défendue par les autres systèmes. Mais l'utilisation massive a aussi montré à quel point un bouclier peut être coûteux et limité. Chaque intercepteur a un coût et chaque décision de lancement est un pari qui ne gagne pas. Ce que nous avons vu était une leçon claire. L'échelle de défense réduit la probabilité de catastrophe, mais ne l'élimine pas. Avec des attaques simultanées provenant de multiples vecteurs, missiles balistiques, missiles de croisière, drones et munitions guidées, la possibilité qu'une menace traverse la voûte défensive augmente considérablement. Et lorsque cela se produit, les conséquences sont réelles et durables.
Parallèlement, la campagne contre l'infrastructure nucléaire iranienne a marqué un autre chapitre crucial. Les forces américaines et israéliennes ont frappé des sites comme Natanz, Fordo et Ispahan. Des évaluations indépendantes et l'Agence internationale de l'énergie atomique elle-même ont confirmé des dommages importants sur plusieurs cibles, même si l'étendue totale et permanente des préjudices causés au programme d'enrichissement n'a pas toujours été clairement établie. Et cette ambiguïté est le problème. Bien que les attaques aiment retarder les processus et endommager les installations, les stocks et la capacité technique de l'Iran restent une source d'inquiétude pour de nombreux analystes. En termes pratiques, les offensives ont acheté du temps, mais elles n'ont pas complètement éliminé le matériel, ni la possibilité d'une accélération technique si la décision politique change. La conclusion pour nous, narrateurs et spectateurs, est simple et froide. Israël a démontré qu'il peut supporter des avalanches de feu et minimiser le pire, mais il a aussi montré que ses défenses sont vulnérables sous une pression soutenue. Et d'un autre côté, les actions destinées à retarder l'Iran n'ont pas résolu l'incertitude essentielle quant à savoir si et quand un rival pourrait franchir le seuil nucléaire. Cette double réalité est celle qui nous place aujourd'hui dans une arène où la prévention technique et la décision politique se croisent avec la fragilité humaine. Dans l'histoire moderne d'Israël, peu de mots suscitent autant de craintes que 2 mots qui sont rarement prononcés en public. Premier impact. C'est le scénario qu'aucun stratège ne veut imaginer, mais auquel tous, en silence, se préparent. Des exercices et des itinéraires d'évacuation existent, mais rien ne peut vraiment préparer une nation entière à ce que serait une attaque nucléaire. Pourtant, cela vaut la peine d'essayer, de le comprendre. Imaginons, ne serait-ce qu'un instant, qu'un matin quelconque, les radars israéliens détectent quelque chose d'inhabituel, un lancement depuis un territoire ennemi, une trajectoire qui s'approche de la frontière d'Israël. Un objet qui ne répond à aucune fréquence connue. En quelques secondes, les écrans virent au rouge. Le système Arrow 3 calcule le point d'interception, les commandants donnent l'ordre et une lumière perce l'obscurité du désert. Un missile israélien part à la rencontre d'un autre dans l'immensité du ciel, à des centaines de kilomètres d'altitude. L'interception est réussie, mais 1 seconde plus tard, une autre alerte se déclenche. Ce n'est pas un seul, il y en a plusieurs, une salve multiple. Les calculs se multiplient, les intercepteurs s'épuisent, et tandis que tout le pays court vers les abris, une seule ogive parvient à traverser le bouclier. L'impact n'a pas de comparaison. Il n'y a pas d'explosion conventionnelle qui lui ressemble. Une sphère de feu englobe des kilomètres, l'air devient irrespirable, les ondes électromagnétiques font s'effondrer les communications et une partie du pays se retrouve littéralement dans le silence. En quelques minutes, les réseaux électriques d'eau s'effondrent, les systèmes numériques s'éteignent et la vie quotidienne disparaît. Mais le plus inquiétant viendrait après, parce qu'Israël n'attendrait pas. Il ne le peut pas. Le principe de sa défense a toujours été clair. S'il est attaqué avec une arme nucléaire, il répondra avec toute sa puissance. C'est le concept non écrit que le monde connaît sous le nom d'option Samson. Des sous-marins dolphins cachés quelque part en Méditerranée recevraient le signal, et avant que le premier nuage ne se dissipe, ils répondraient non. Des missiles longue portée seraient lancés depuis des bases cachées. Et ce qui a commencé comme une attaque contre un pays de 9 millions d'habitants pourrait se transformer en un conflit capable d'entraîner la planète entière. En quelques heures, les systèmes de défense alliés seraient activés, les marchés s'effondreraient et le ciel du Moyen-Orient deviendrait une tapisserie de feu et de fumée. Il n'y aurait pas de vainqueurs, seulement des survivants temporaires. Ceci, bien sûr, n'est qu'une simulation, mais elle est basée sur des réalités technologiques et des doctrines qui existent. Et c'est cette partie qui glace le sang. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est possible. Israël le sait, l'Iran le sait, et le monde entier préfère ne pas trop y penser. Parce que dans une époque où les conflits bourgeois sont diffusés en direct et où les missiles ont un compte sur les réseaux sociaux, la ligne qui sépare la dissuasion du désastre est de plus en plus fine. Et peut-être, au fond, savons-nous tous qu'il suffirait d'une seule nuit fatale pour que l'histoire recommence avec un éclair plus brillant que le soleil.
Reportons-nous maintenant aux textes anciens où l'on trouve une vision qui fait encore frissonner le lecteur moderne. Parmi ces écrits, l'un des plus mystérieux se trouve chez le prophète Zacharie, chapitre 5. Là, le prophète dit avoir vu un rouleau volant de 20 coudées de long et 10 de large, qui parcourt les cieux, apportant la malédiction sur toute la terre. Pendant des siècles, les commentateurs juifs de l'Antiquité, des rabbins comme Rachi, Ben Esra ou Malvin, ont interprété ces paroles. Le monde qu'ils connaissaient, ils vivaient à une époque où il n'existait même pas d'électricité, ni de papier imprimé, ni même l'idée d'une machine pouvant se déplacer sur 4 roues. Pour eux, ce rouleau volant était une métaphore du jugement divin, une représentation du péché qui s'élève ou d'une force spirituelle envoyée par le Créateur pour purifier la terre du mal. Quoi ? Mais comment ces sages auraient-ils compris un texte comme celui-ci s'ils avaient le vécu à notre époque ? S'ils pouvaient voir des avions de chasse traverser le ciel, des missiles guidés par satellite ou des drones chargés de feu. S'ils pouvaient comprendre que ce qu'on appelait sorcellerie ou enchantement à leur époque, aujourd'hui, nous l'appelons simplement technologie. Le prophète décrit aussi un récipient, l'épha, qui contient à l'intérieur une femme appelée méchanceté, et il dit qu'il est scellé avec un couvercle de plomb. Le plomb, nous le savons aujourd'hui, est un matériau utilisé précisément pour confiner les radiations nucléaires. Coïncidence ? Peut-être, mais le texte continue. Alors 2 femmes sont sorties avec des ailes, et le vent était dans leurs ailes, et elles ont soulevé l'EFA entre la terre et les cieux. Quoi ? Cela ne ressemble-t-il pas au moins symboliquement à un avion de guerre transportant une charge mortelle ? À l'époque du prophète, rien de tel n'existait. On ne pouvait imaginer ni machine volante, ni conteneurs métalliques détruisant des villes entières. Mais si ces anciens sages se réveillaient aujourd'hui, continueraient-ils à l'appeler une métaphore ? Ou reconnaîtraient-ils dans les paroles du prophète une description étonnamment proche de ce que nous connaissons aujourd'hui comme un missile nucléaire ? Plus loin, dans le même livre du prophète Zacharie 14:12, on trouve une autre image bouleversante. Et voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera tandis qu'ils seront debout, leurs yeux se retireront dans leurs orbites, et leur langue se consumera dans leur bouche. Le verset 13 du même chapitre continue avec une scène de panique collective. Et ensuite, au verset 15, il mentionne même que la plaie frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes, ainsi que toutes les bêtes qui se trouveraient dans ces camps. Plus loin, le texte ajoute que même les pierres des maisons se désintégreront. Pour un esprit médiéval, cela serait incompréhensible. Comment une pierre pourrait-elle se désintégrer ? Comment les yeux pourraient-ils fondre dans leurs orbites alors que le corps est encore debout ? C'était en des images impossibles, mystiques, poétiques, jusqu'à l'arrivée du XXe siècle. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes descriptions ressemblent beaucoup à ce que produit une explosion nucléaire. Le rayonnement thermique qui brûle la chair, l'onde de choc qui pulvérise les murs, invisible, qui réduit tout en poussière. Peut-être que le prophète n'essayait pas de décrire une bombe, car à son époque, ce concept était inimaginable. Mais il a bien décrit quelque chose que verrait le monde de la fin. Une technologie si destructrice qu'elle paraît une malédiction. Peut-être que le prophète a vu une vision du futur, et non de la magie ou une allégorie. D'une époque où l'homme dominerait le feu du ciel et deviendrait son propre bourreau. Lues avec des yeux modernes, les prophéties ne sont pas que des avertissements spirituels, mais aussi des miroirs. Et parfois, ce qu'ils reflètent n'en est pas le jugement de Dieu, mais le résultat inévitable de l'ingéniosité humaine sans limite. La question n'est pas si Zacharie a vu une bombe, mais si nous, sachant ce que c'est, voyons la même chose et faisons semblant de l'ignorer. Bien, et puisque nous parlons de sujets bibliques, je vous invite à visiter La Voix de Sion. Vous y trouverez une superbe collection de psaumes du roi David, chantés en hébreu et en espagnol. À la fin de cette vidéo, je vous invite à faire un tour sur la chaîne. Je vous assure que vous aurez une agréable surprise. Le lien figure aussi ci-dessous dans la description de cette vidéo. Merci. Aujourd'hui, le monde moderne vit sous l'illusion du contrôle. Nous croyons que tout peut être prévu, calculé et maîtrisé.
Mais l'histoire récente a démontré qu'il suffit d'une erreur, d'une impulsion ou d'une mauvaise interprétation pour que toute cette illusion s'effondre. Actuellement, 9 pays détiennent des armes nucléaires confirmées, tandis que l'Iran et la Corée du Nord frôlent la limite autorisée. Bien que les chiffres exacts soient incertains, on estime qu'il y a plus de 12 000 ogives nucléaires réparties sur la planète, dont beaucoup sont prêtes à être utilisées en quelques minutes. Le problème n'est pas seulement la quantité, mais aussi la rapidité. La technologie qui était censée nous protéger nous laisse maintenant sans le temps de réfléchir. Un missile tiré de n'importe où au Moyen-Orient peut atteindre sa cible en moins de 8 minutes. 8 minutes entre la détection et la destruction, 8 minutes pour décider si le monde entier survit ou non. Pendant ce temps, les puissances nucléaires modernisent dormant leurs arsenaux. La Russie et les États-Unis, détenant plus de 90% du total, modernisent pour des ogives multiples et des vecteurs hypersoniques. La Chine accélère son expansion atomique. Et dans un fait qui est passé presque inaperçu, en 2025, l'Inde et le Pakistan ont mené les plus grands exercices nucléaires simultanés de leur histoire. La course n'est plus à qui a le plus de bombes, mais à qui peut les utiliser en premier et survivre. S'ajoute également un nouvel élément, l'intelligence artificielle militaire. Les systèmes automatisés de défense et d'attaque, capables de prendre des décisions en quelques secondes sans intervention humaine, deviennent courants dans les arsenaux stratégiques. Et cela signifie que la prochaine guerre nucléaire pourrait ne pas commencer avec un président ou un général, mais avec un algorithme. Au milieu de cet échiquier, Israël reste un point lumineux et fragile, ce petit pays d'Europe orientale. Le nucléaire a été pour l'humanité, le Moyen-Orient, le système nucléaire a été un bénéfice. Le seul système nucléaire a été pour l'humanité, le nucléaire a été un bénéfice pour l'humanité. Le petit pays de l'Orient a été un bénéfice pour l'humanité. Le petit Moyen-Orient, le seul, a été un grand bénéfice pour l'humanité. Le système nucléaire du Petit Orient a été un bénéfice pour l'humanité. Elle ne s'applique plus, et chaque année, les probabilités d'une escalade accidentelle augmentent tant. C'est tout ce que disent dans les rapports de l'Institut international d'études transition stratégiques, c'est ce que répètent les organisations des Nations Unies, et c'est confirmé par l'augmentation des exercices militaires. Le monde n'est pas plus éloigné d'une guerre nucléaire, il en est plus proche que jamais. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'aucune civilisation ne se détruit d'un seul coup. Elle se détruit en croyant qu'elle a du temps. Pendant ce temps, les gouvernements changent, les alliances évoluent, les bombes dorment. Elles reposent en attendant leur moment, attendant un ordre, une étincelle ou une erreur de calcul que personne ne pourra arrêter. L'horloge de l'Apocalypse. L'horloge de l'Apocalypse est aujourd'hui à 90 secondes de minuit. Le point le plus proche de l'effondrement depuis que ce symbole existe. 90 secondes nous séparent de l'abîme. Le plus inquiétant, c'est qu'une guerre mondiale n'est même plus nécessaire pour cela. Dans les laboratoires, les bureaux et les déserts où tout a débuté, brûle encore un feu que l'homme croit maîtriser. Mais peut-être, comme l'a averti Zacharie il y a des millénaires, le jugement ne descend pas du ciel, mais monte de la terre, allumé par nos propres mains. Dans ce décor réaliste, une fiction est apparue sur les écrans de millions de personnes. Un film de Netflix intitulé « Une maison de dynamite ». Ce qui est curieux, c'est que beaucoup l'ont vu comme un divertissement, mais ceux d'entre nous qui vivent dans cette partie du monde l'ont ressenti presque comme un avertissement. L'intrigue est simple et terrifiante. Un missile nucléaire frappe le territoire américain et personne ne sait qui l'a lancé. Il n'y a pas de drapeau, pas de signature, pas d'ennemi visible, juste un. Et si la peur n'était plus la bombe ? C'est de ne pas savoir d'où cela vient, et c'est précisément ça, le cauchemar du présent. Nous vivons à une époque où les attaques fédères peuvent être déguisées, où la guerre se mène dans le brouillard numérique, et où une seule explosion pourrait provoquer une riposte. Une riposte erronée qui détruirait tout. Une erreur sur un radar, une interception erronée de données, ou même un acte isolé d'un groupe cherchant à provoquer une réaction mondiale, cela suffirait-il ? Le monde du film peut sembler fictif, mais chaque jour il ressemble davantage à la réalité que nous construisons. Aujourd'hui, les bombes se mesurent en kilomètres et en informations.
Un missile peut être aussi dangereux qu'un mensonge crédible. Et le véritable champ de bataille n'est plus seulement dans les cieux, mais aussi dans l'esprit collectif des nations. Israël le sait mieux que quiconque. Ici, sur ce petit bout de terre entouré d'ennemis et d'histoires, on comprend que la sécurité absolue n'existe pas. Le pays né du feu vit toujours sous son ombre. Et même s'il a prouvé maintes fois qu'il peut résister à l'impossible, il sait aussi qu'aucun bouclier, si parfait soit-il, ne peut arrêter la folie humaine. Et si un missile garde le silence et confie sa sécurité à son Dieu? Il ne se vante, menace ni confirme, il observe seulement. Parce que dans un monde qui crie de plus en plus fort, le silence est devenu son arme la plus puissante. Mais une question plane encore sur le désert, tel un écho du passé. Combien de temps faudra-t-il avant que la prochaine lumière à l'horizon ne soit pas celle de l'aube, mais celle d'une bombe atomique? Combien de temps? Peut-être que le prophète Zacharie avait raison. Peut-être que l'humanité est condamnée à contempler l'œuvre de ses propres mains. Et lorsque le ciel s'illuminera pour la dernière fois, ce ne sera pas la fin du monde, ce sera simplement le moment où nous comprendrons, trop tard, que l'Apocalypse n'est pas venu du ciel. C'est nous qui l'avons construit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et laissez un like avant de partir. On se voit bientôt.